Et c'est cette difficulté qui se produit toujours dans nos vies, où on s'enferme dans nos petites histoires, dans nos tracas, dans nos difficultés, et on crée comme une espèce de, comment je dirais, d'aquarium dans lequel on est plongé et on ne communique plus véritablement avec notre environnement. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans un schéma très anxiogène qui fait que l'extérieur devient dangereux et il faut obligatoirement être réactif. À ce moment-là, on va se mettre dans des fréquences cérébrales élevées qui vont nous couper complètement de cette capacité d'être conscient de qu'est-ce que je ressens par rapport aux choses qui se produisent à l'extérieur de moi. Je ne vais être que sur des émotions de survie et non sur véritablement une observation et une compréhension des expériences que la vie me propose selon l'expérience qui se propose. Donc il y a un besoin de pouvoir revenir toujours à nous-mêmes et au plus près possible de nos propres ressentis. Donc, tout ça pour dire que on va essayer de trouver un moyen de pouvoir arriver à se rassurer en fait dans la vie que l'on mène. C'est-à-dire qu'on va vouloir développer de la confiance. Donc il y a effectivement 3 types de confiance qu'on utilise, du moins il y en a plutôt 2. Celle qui est la plus recherchée, qui est la confiance en soi. Et qu'est-ce que la confiance en soi en fait? C'est une recherche de pouvoir être, quelles que soient les circonstances qui se produisent à l'extérieur de moi, de pouvoir me sentir rassuré, en paix, et toutes les émotions d'anxiété et de peur, j'essaie de les transformer pour essayer effectivement de pouvoir faire face à toutes les situations. Donc on va se mettre dans des schémas de travailler la confiance en soi. Alors, il y a dans la confiance en soi déjà 2 possibilités qui se présentent d'une manière, je dirais, chimique. Il y a ce que l'on appelle le quotient intellectuel. Pendant très longtemps, du moins dans les années 70, on a considéré que les gens qui avaient un quotient intellectuel très élevé allaient être les gens qui allaient le mieux réussir dans leur vie, allaient avoir une compréhension que l'ensemble des gens n'ont pas. Et effectivement, par rapport à ça, ils devraient, selon ce que l'on pensait à cette époque-là, réussir leur vie familiale, professionnelle ou affective. Le temps a passé et dans les années 90, je crois, il y a un chercheur américain, je crois qu'il s'appelle Garner, s'est posé des questions en s'apercevant que les gens qui avaient un quotient intellectuel très élevé, en fait, les 3/4 loupaient leur vie. Ils étaient totalement inadaptés. Parce que, en fait, ils étaient dans une réflexion basée sur des conditionnements, des croyances, et même s'ils avaient une capacité, et s'ils ont une capacité d'analyse pertinente, ils sont déconnectés, ils ne sont pas en phase. Et ce qui a été un peu surprenant, c'est que en voyant tous les grands politiques et les grands leaders sur la planète, une grande majorité ont un quotient intellectuel pas très élevé, étonnamment. Et
on s'est aperçu que beaucoup de gens ayant des quotients intellectuels de 160 à peu près, donc qui est très élevé, généralement travaillaient pour des gens qui avaient des quotients intellectuels plutôt maximum, très moyens, voire à peu près de 100. Et on retrouvait toutes ces personnes ayant des coefficients intellectuels moyens sur des grands responsables politiques, de grandes sociétés. Donc, il a essayé de comprendre quel était le point commun de ces personnes ayant un quotient intellectuel dans la normale, mais qui réussissaient brillamment. Je crois que pour donner un exemple, je crois que Hitler avait un quotient intellectuel qui était en dessous de 100, donc en dessous de la moyenne. Et donc il s'est aperçu que les personnes, tous les leaders politiques ou de grandes sociétés, ou des gourous, enfin toutes les personnes ayant un fort ascendant sur les autres avaient un quotient émotionnel extrêmement élevé. C'est-à-dire que ce sont des personnes, ceux qui ont des quotients émotionnels élevés, ont une capacité à comprendre leurs émotions, à comprendre le processus émotionnel chez eux et aussi à déchiffrer les schémas émotionnels chez les autres. Et donc voir, dans le côté négatif, bien évidemment, à pouvoir, comment dirais-je, manipuler les émotions des autres pour les amener à faire ce qu'ils désirent. C'est-à-dire que le quotient émotionnel est une capacité adaptative extrêmement importante. Et quand on comprend effectivement que ce qui nous permet d'exister, ce qui nous permet d'être incarnés, ce qui nous permet de vivre dans nos vies quotidiennes, ce sont les émotions. L'âme, je dis âme, c'est un mot générique, l'âme, on peut dire que c'est ces vibrations basses que sont les émotions qui permet à l'âme de s'ancrer dans la matière. Et d'ailleurs, on comprend dans tous les gens qui sont dans des chemins spirituels et qui veulent retrouver l'unité, ils s'excluent de la société, très souvent, pour essayer d'éviter et de diminuer tout leur schéma émotionnel. Alors il y a un paradoxe, parce que on peut se dire, le problème c'est que l'émotion c'est ce qui me fait vivre, et le chemin spirituel serait d'enlever dans ma réalité justement l'énergie vitale de vie. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Ce qui veut dire que la spiritualité, la recherche du bonheur, la recherche de la confiance en soi, ne passe pas par se démunir de quelque chose, d'essayer d'être quelqu'un d'autre, de se transformer. Il y a juste à accueillir vraiment ma réalité. Ce qui veut dire que dans ma réalité, je suis soit quelqu'un qui a un quotient émotionnel élevé, et dans ce cas-là, je vais devenir un leader, je vais réussir complètement ma vie matérielle, professionnelle, affective. Parce que en permanence, je vais être en phase avec mon propre besoin. Et mon besoin va être complètement identifié
Et à partir de là, je serai dans la réalité de ma demande et de mon souhait. Tout le monde, je suis clair, c'est clair pour tout le monde? Non. Qu'est-ce qui ne l'est pas? Je vous ai perdu un moment avec la personne qui avait une recherche spirituelle et donc qui voulait se couper de ses émotions. Voilà. Beaucoup de gens qui sont dans des recherches spirituelles, notamment dans des recherches beaucoup basées sur la spiritualité hindouiste, c'est une volonté, il faut détruire l'ego. Donc on a identifié l'ego comme une espèce de monstre qui nous empêcherait de vivre et qui nous empêcherait de connaître l'éveil et tout ce que l'on veut. Tandis qu'il est l'outil, justement. Si on vit pleinement et totalement ce que nous sommes, notre potentiel s'ouvre de lui-même. Donc pour pouvoir véritablement trouver le bonheur et trouver cette confiance dont on va reparler, il y a le fait de s'accueillir totalement, sans restriction. Si effectivement on est dans la lutte en se disant il n'est pas bon d'être en colère et je suis en lutte pour ne plus être en colère, je ne vais que créer une autre contrainte à partir de l'ego qui va croire qu'effectivement la colère n'est pas bonne et donc il va lui-même créer un verrou supplémentaire. Ça clarifie? Hein? Donc, comme j'expliquais, il y a deux réalités. Ceux qui ont un quotient émotionnel élevé, et effectivement, tant mieux pour eux, tout leur est facile. Ce sont les gens que l'on voit et on se dit ils sont à l'aise partout, tout leur réussit, ils ont de la chance. Dans le travail, c'est eux qui, en faisant le moins, arrivent à trouver les postes qui sont les meilleurs, sans faire d'efforts. C'est-à-dire ce sont des gens totalement adaptatifs. Après, il y a les autres. C'est bien d'être faire partie de ces gens-là? On le sait, non, il n'y a pas de... On est comme ça, on est avec les yeux bleus ou avec les yeux marrons. Simplement, il est vrai que les gens... Parce que c'est vraiment le quotient émotionnel et le quotient intellectuel, on n'est pas égaux avec ça. C'est vraiment... Ça fait partie des bagages génétiques. Après, ça peut être amplifié, bien évidemment, parce que tout n'est pas joué quand même. Donc, les gens qui ont un quotient intellectuel élevé, ou même normal, ce sont des gens, comme on dit, qui se prennent la tête. En permanence, ils sont en train d'essayer de voir comment je pourrais faire, je dis bien pourrais faire, pour être heureux, pour ne plus avoir peur du regard des autres, pour pouvoir être reconnu, pour pouvoir être aimé, pour pouvoir réussir dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y a toujours une espèce de décalage entre ce mental qui est stratège et stratégique et la réalité. Et comme le mental est malheureusement basé que sur le connu, c'est-à-dire que mon mental, ce sont mes conditionnements génétiques, ce sont mon éducation, ce sont mes croyances, et donc je vais fonctionner toujours avec ce même système. C'est-à-dire que tout ce que je vais voir à l'extérieur, je vais toujours fonctionner d'une manière répétitive. C'est-à-dire que quand on est dans un schéma
intellectuel, on est totalement inadaptatif. Alors, ça ne signifie pas que l'intelligence soit bonne ou mauvaise. C'est simplement que ce sont des parties du cerveau qui vont travailler d'une manière différente. Les personnes qui sont très cérébrales vont fonctionner à partir du cortex cérébral. Donc ils vont tout le temps être dans un schéma de réflexion, d'analyse, et surtout de peur, parce qu'ils vont toujours créer des scénarios de survie. Donc, que ce soit dans mon travail, je ne fais pas faire ça parce qu'on risque de me rejeter, ou je risque de me tromper, ou je risque d'échouer. Donc, la majorité de nos pensées sont toujours des pensées négatives. C'est-à-dire que nous sommes basés uniquement sur la survie de ce corps, et pour ça, il faut que je puisse anticiper en permanence qu'est-ce qui pourrait être dangereux. Et effectivement, la confiance en soi, c'est là qu'on voit que c'est un bug complet. C'est-à-dire que celui qui a un quotient émotionnel élevé, il ne se pose pas la question de confiance en soi ou pas. Ça n'a rien à voir avec de la confiance. C'est simplement, il va fonctionner à partir d'un schéma adaptatif par une compréhension de ce qui se passe en lui et ce qui se passe à l'extérieur. Donc immédiatement, il va y avoir synchronicité. Celui qui va fonctionner au niveau du mental, il va pas tenir compte de l'extérieur dans sa réalité, il va projeter à l'extérieur comment il voudrait que les choses se produisent. Il va non pas les accueillir, mais il va essayer de les transformer en fonction de son propre besoin, de son propre désir. Mais qui n'est pas vraiment ni son besoin ni son désir, mais une interprétation de ses besoins et de ses désirs. Est-ce que... Ça, c'est pour ceux qui ont un quotient intellectuel élevé. C'est ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, ce que je veux dire et qui est important à retenir, c'est que si on est avec un quotient émotionnel élevé, il est très rare que ce soit des personnes qui soient dans une recherche spirituelle. Parce qu'ils vont vivre, et c'est pour répondre à votre question, Nathalie, un petit peu, ils vont simplement prendre plaisir à vivre, sans se poser de questions. Et malheureusement, ces personnes-là, comme généralement ce sont des leaders, ce sont très souvent des manipulateurs et qui sont en recherche de pouvoir sur les autres. Les gens qui ont un quotient émotionnel élevé et qui sont dans l'amour de l'autre, c'est plus difficile. Ce qui veut dire qu'ils vont avoir une recherche spirituelle, quand c'est le cas, je veux dire, comment dire, presque obsessionnelle. Vous vouliez dire? C'est obligatoirement, les personnes ont obligatoirement soit l'un soit l'autre, il ne faut pas y avoir des... J'allais y venir. C'est... là, je parlais des gens qui ont des quotients émotionnels élevés ou des gens qui ont des quotients intellectuels élevés. C'est l'un ou l'autre à ce niveau-là. Mais une grande partie est dans une mouvance un petit peu avec un quotient intellectuel dans la norme et un quotient émotionnel à peu près équilibré. Donc, ça va être toute cette difficulté, en fait, de faire la part des choses.
C'est-à-dire à quel moment c'est mon schéma intellectuel qui fonctionne ou mon schéma émotionnel. Voyez? Et de pouvoir voir que quand mon schéma intellectuel fonctionne, il va créer les signaux d'alarme, si on peut dire. Donc, devant mon patron, devant telle ou telle situation, ou quand je suis confronté à une situation totalement inconnue, à ce moment-là, je vais rentrer dans une zone d'inconfort. D'accord? Et dès que je suis dans une zone d'inconfort, immédiatement, mon mental va vouloir, pensant que je suis en danger, immédiatement contrôler et maîtriser la situation. Ce qui n'est pas possible. Donc, quand je suis dans cette zone d'inconfort, c'est à cet endroit-là que je dois véritablement m'ouvrir vraiment à l'accueil, d'être dans la non-résistance. Et c'est là où on va voir après, dans le dernier point, ce qu'est la confiance en la vie, réellement, ou confiance en ce qui est. Donc, il y a donc un leurre de vouloir avoir confiance en soi. Ce n'est qu'une recherche, effectivement, de l'ego qui va vouloir, effectivement, contrôler, maîtriser et ne plus souffrir. C'est-à-dire que il va y avoir une volonté que les choses soient comme je voudrais qu'elles soient et non les accueillir pour ce qu'elles sont. Et c'est ce delta-là qui va amener la souffrance. Mais celui qui va accepter de ne pas être en lutte, qui va ne pas être en opposition, qui va être en accueil complet à ce qui est, il n'y a pas besoin d'avoir confiance en soi. C'est même une espèce d'ironie, parce que avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en quoi, effectivement? Qu'est-ce qui en nous appartient en propre pour dire que je pourrais avoir confiance en cela? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette interrogation? Mon mental, justement. Pardon? Mon mental, justement. Ok, alors vous allez m'expliquer de quoi il est composé. Non, au contraire. Non. Oui, mes pensées. Ah, vos pensées. À un moment donné, on pourrait avoir confiance, en effet, en ses ressentis, en son intuition, en ses pensées. D'accord. C'est quelque chose qui nous appartient. Ok, dites-moi à quoi vous allez penser dans 30 secondes. En tout cas, mes pensées du moment. En tout cas, quand je Non, suis dans une situation, alors, des pensées arrivent. Et ces pensées-là, c'est quoi ces pensées-là? Si par exemple vous vous promenez dans la rue, et je prends un exemple que j'ai déjà pris, et vous voyez un chien qui vous paraît pas très sympa. Je ne parle pas du vôtre, hein, Sylvie. Qu'est-ce que vous allez penser? je peux avoir un signal d'alarme, une D'accord. sensation, et qui du coup une pensée va me dire mais fais-toi. Ok, mais d'où vous l'avez trouvée? D'où elle vient cette pensée? De vos mémoires? De vos expériences? Ou de mon observation de l'animal. Après, ça Oui, mais comment vous savez que c'est un chien? Ah ouais, Eh oui, d'accord. Donc, votre mental n'est construit oui, que sur l'expérience. que sur des expériences passées. Donc, ce ne sont que des interprétations. D'accord? Et en plus, ça va même plus loin. C'est que, globalement, 90% de vos pensées ne sont que liées au corps.
sont même pas liées au mental. C'est-à-dire que, comme on vient de dire, il y a une situation qui a été mémorisée. Immédiatement, il y a, quand cette situation se présente, il y a immédiatement une réaction chimique dans le corps, car le cerveau va envoyer des substances biochimiques dans l'ADN qui va renvoyer des protéines qui vont créer des émotions. C'est ça une pensée, rien d'autre. C'est de la chimie et de l'électricité, basée uniquement sur une observation, mais une observation qui vous permet de dire « Tiens, ça c'est des chaussures, tiens, ça c'est un sac », mais il faut l'avoir appris. Vous voyez? Donc vos pensées, c'est uniquement une bibliothèque que vous allez utiliser par rapport à ce que vous observez. Donc, on ne peut pas avoir confiance en ça. C'est un petit peu comme l'enfant qui, dans sa chambre, voit un monstre, et quand on allume la lumière, on s'aperçoit que c'était juste quelque chose qui était pendu. Donc, vous voyez, donc je répète ma question. À quoi et en quoi peut-on avoir confiance? Étonné que notre corps, par exemple, si on prend notre corps physique, c'est une usine chimique et électrique qui est parfaite, où le centre de commande, qui est le cerveau, va réguler comment digérer les aliments, comment les synthétiser pour les envoyer dans chacun des organes, puis ce qui reste, les déchets, il s'occupe de les évacuer. Tout ça se passe sans que vous ayez rien à faire. Donc, quand on va pouvoir dire effectivement, oui, mais je fais des choix. Mais ces choix, ils sont à partir de quoi? À partir de mes conditionnements. Et en fait, ce ne sont pas des choix. Je ne fais que réagir à quelque chose. C'est-à-dire, tout d'un coup, je veux téléphoner à un ami, par exemple, je vais être incapable de savoir à quel moment j'ai eu envie d'avoir envie de l'appeler. Je ne fais que réagir à quelque chose qui se produit en moi. On est d'accord? Evelyne? Non, je ne sais pas. Oui, non, allez-y, pourquoi vous ne savez pas? Parce que là, je ne comprends pas si jamais d'appeler une amie. D'accord? C'est pour prendre ses nouvelles ou pour... Oui, mais pourquoi vous avez eu envie, à ce moment-là, d'avoir envie de l'appeler? Parce que je m'intéresse à la personne, je veux savoir... Oui, mais comment maintenant? Parce que vous ne l'appelez pas toute la journée. Pourquoi à ce moment-là, il y a cette pulsion? D'où elle vient? Soyez prédisposés. Elle vient de mes conditionnements. Même pas, vous en savez rien. Tout d'un coup, peut-être que la personne pensait à vous à ce moment-là. Il peut y avoir multiples choses. Mais vous ne faites que réagir à un stimuli. D'accord? Donc, la question reste toujours entière. Avoir confiance en quoi? En la vie. En la vie. C'est autre chose. Mais effectivement, on parlait de quoi on pouvait avoir confiance en nous. Par rapport aux expériences qu'on peut vivre, peut-être. Elles sont interprétatives hein, aussi. Pardon? Par rapport à ce qu'on ressent. Et non, parce que combien de fois on ressent une chose et on s'aperçoit que c'était pas ça? Confiance en ce qu'on est. Comment? Confiance en ce qu'on est. À une condition de savoir ce que l'on est. Mais vous avez raison, bien évidemment. Mais c'est déjà un autre niveau. C'est-à-dire que réellement, on ne peut pas avoir confiance en ce que on est en tant que personne, parce qu'on n'a pas de prise dessus. On ne peut que constater nos manières de réagir, nos manières de faire, et comme elles sont répétitives depuis des années, ces manières habituelles, on les appelle moi. Moi, j'aime le rouge, ou j'aime ci, ou je fais ci. Mais en fait, cette identification à la familiarité
n'est que la reconnaissance de mécanismes répétitifs qui sont en nous. Donc, on ne peut pas avoir confiance en nous. Et heureusement, parce que si effectivement on pouvait se dire « j'ai totalement confiance en moi », ça signifie que je serai hermétique à mon environnement, à toutes les choses qui vont pouvoir effectivement me permettre d'ouvrir ma conscience par le fait d'ouvrir d'autres schémas et d'autres circuits neuronaux au niveau de notre cerveau. Plus on va être dans des situations nouvelles, c'est-à-dire des situations inconnues, plus effectivement on va s'ouvrir à comprendre qui on est par le fait de trouver des solutions nouvelles. Mais comme c'est nouveau, on ne va pas pouvoir utiliser le connu. Donc on va commencer à rentrer dans l'inconnu. Et l'inconnu, comme il porte bien son nom, c'est le inconnu, c'est-à-dire notre point d'origine, dont on est issu. Parce que le inconnu, c'est aussi, on est connu par le un. Là, je vais pas. Je suis tout seul là. Bon, là, je suis tout seul, donc je reviens en arrière. D'accord, ok. Non, pour expliquer ce que je viens de dire, pour vous donner, parce que je ne veux pas arrêter ce que je viens de dire, je veux quand même aller à peine un peu plus loin pour ne pas rester sur une espèce de schéma vague. Pourquoi on se manifeste? Pourquoi on s'incarne en fait? Tout simplement parce que le un ne peut pas se connaître. Le un ne peut se connaître uniquement que lorsque le 2 se manifeste. D'accord? C'est un petit peu, je vous donne une image très naïve, mais pourquoi pas. Si vous regardez dans un miroir et vous vous voyez, immédiatement, vous vous connaissez. Et à ce moment-là, dès que vous vous êtes reconnu dans la glace, vous savez que vous existez. Et vous n'êtes plus en train de vous observer. Ce qui veut dire que la pure conscience, de par sa nature, a besoin de se connaître. Et pour se connaître, elle est obligée de manifester le 2, c'est-à-dire l'observateur. D'accord? Pourquoi chacun de nous sommes dans la recherche spirituelle? C'est tout simplement que le 1, à travers nous, veut se reconnaître. Et une fois que nous reconnaissons comme étant le 1, le 2 est dissous. Et à ce moment-là, il y a ce que l'on appelle l'éveil ou la libération. Enfin, après, il y a toute une sémantique par rapport à ça.